Bonjour, je suis Capucine Morello, je suis chef du service de pneumologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris et je vais vous parler aujourd'hui de la capnographie nocturne. Voici mes conflits d'intérêts en lien avec cette présentation, une rémunération par Breas. Donc on va passer maintenant à l'aspect pratique de la lecture de la capnographie nocturne. Donc, je vais vous présenter le logiciel du Syntec qui s'appelle VStat, où on va parler des différentes valeurs que j'avais évoquées sur la première partie théorique. Donc, on retrouve ici la valeur moyenne. Je vous rappelle que la valeur seuil est 50 mm de mercure. On retrouve ici le pic, où la valeur seuil était 55 mm de mercure, et surtout, on retrouve ici le temps passé à une PtCO2 supérieure à 50 mm de mercure, où la valeur seuil était 10%. Donc là, on a un critère pathologique qui est le temps passé à une PtCO2 supérieure à 50 mm de mercure. On va aussi avoir les valeurs qui nous intéressent pour l'oxymétrie nocturne avec la valeur moyenne, ici qui est de 94%, l'index de désaturation qui est ici de 14 par heure, et puis le temps passé à une saturation inférieure à 90% qui est ici de 2%. Et surtout, on va regarder l'analyse de la courbe où on retrouve ici deux périodes d'hypoventilation alvéolaire localisée et qui s'associent à des désaturations avec donc un temps passé à une PtCO2 supérieure à 50 mm de mercure qui est pathologique. Vous voyez ici l'exemple d'une courbe normale où il va falloir regarder la valeur au début d'enregistrement et j'attire votre attention sur le fait que le logiciel détermine ici la ligne de base par les pointillons rouges. Cette ligne de base, elle est déterminée par le premier point au cours duquel la température de 42 degrés a été atteinte. Et souvent, il y a un temps de chauffe qui se poursuit avec une valeur moyenne qui est plutôt ici aux alentours de 40 mm de mercure. Et donc, il va falloir de façon manuelle modifier la valeur de base, la ligne de base, pour la remonter ici. C'est important puisqu'ensuite, on va regarder le delta de 10 mm de mercure par rapport à la valeur de base à l'éveil. Donc, vous vérifiez ici la valeur de base de la PtCO2 au début d'enregistrement, ce qui vous permettra de garantir le positionnement du capteur. Et puis, vous allez vérifier que la recalibration a bien été effectuée. Ici, on a bien une courbe verte et une courbe bleue. Et ici est indiqué la dérive corrigée. Donc, il y a bien eu un calcul de la dérive. Et puis, vous allez regarder la durée de l'enregistrement qui est ici de 6 heures sans artefact. Donc ça, il s'agit d'un tracé normal. Vous voyez ici l'exemple d'un tracé avec une augmentation localisée très importante ici de la PtCO2 qui monte jusqu'à 57 mm de mercure avec une désaturation en regard et donc une hypoventilation alvéolaire ici notable. Probablement en lien avec des épisodes de sommeil paradoxal avec une atonie des muscles extradiaphragmatiques. On va pouvoir analyser ici des désaturations brèves sans modification de la PtCO2 en lien avec des événements obstructifs très probablement. Vous voyez ici l'exemple d'une hyperventilation alvéolaire où le patient débute à une PtCO2 à 34 mm de mercure et puis il va baisser progressivement jusqu'à 26 mm de mercure. C'est une vraie hypoventilation alvéolaire qui, vous voyez ici, est diurne chez un patient tétraplégique sous stimulation phrénique implantée. Donc, comme je l'ai évoqué, il va falloir s'assurer des critères de qualité de l'enregistrement. Il faut un enregistrement d'une durée supérieure ou égale à 4 heures. S'assurer des conditions d'enregistrement. Est-ce que le patient a été enregistré en ventilation spontanée ou sous VNI? Et s'il a été enregistré sous VNI, il faut savoir à quelle heure il a débuté sa VNI et à quelle heure il s'est endormi, puisque ce qui vous intéresse, c'est la valeur de la capnographie lorsque le patient dort sous VNI. Et donc, s'il y a une grosse différence entre le moment où il a mis son capteur et le moment où il s'est endormi, il faudra supprimer ce temps d'enregistrement-là de l'enregistrement total, puisque c'est des valeurs qui ne vous intéresseront pas, puisque ce sera une capnographie à l'éveil et sans VNI.
Il faut également s'assurer que la qualité de la nuit était identique aux nuits habituelles, c'est-à-dire que si le patient n'a pas dormi, vous allez avoir une évaluation fausse de la capnographie. J'ai évoqué la position du capteur. La position du capteur est évaluée par la valeur de base de la PTCO2. Et enfin, il faut s'assurer de la calibration en fin de nuit qui va nous permettre de calculer la dérive et enfin la durée des artefacts. J'ai évoqué le positionnement du capteur. Il est important puisque s'il y a une présence de cheveux ou si le capteur a été mis au niveau d'un piercing, il va y avoir une présence de bulles d'air qui va sous-estimer la valeur de la PTCO2 puisque l'air est naturellement pauvre en CO2 et donc finalement il va y avoir moins de CO2 qui va aller interagir avec la solution électrolytique du capteur. En cas de peau abîmée et de présence d'une cicatrice ou d'une croûte, il y aura moins de diffusion du CO2, donc de nouveau une sous-estimation de la valeur de la PaCO2 par la PTCO2. À l'inverse, la PaCO2 va être surestimée en cas de pression du harnais sur le capteur. Et donc, si le patient a un harnais qui passe sur les lobes de l'oreille, il est déconseillé de mettre le capteur au niveau du lobe de l'oreille, puisqu'il va y avoir une surestimation de la PCO2. Il peut y avoir des erreurs au niveau du capteur si il y a un dépôt au niveau du capteur, du fait d'un capteur contaminé ou d'une logette contaminée, ou si on a utilisé du coton, ça va faire un petit dépôt qui va provoquer la présence d'une bulle d'air. J'avais évoqué le temps de chauffe. Le temps de chauffe peut être déterminé ici par le logiciel. Il va y avoir une partie grisée, mais il peut être plus long que déterminé par le logiciel. Et donc là, vous voyez sur cet enregistrement d'un TCM5 un temps de chauffe qui dure 15 minutes et il va falloir supprimer a posteriori cette valeur du calcul global de la PTCO2, sinon vous allez, de la moyenne de la PTCO2, sinon vous allez avoir une sous-estimation de cette moyenne. Il va falloir également supprimer tous les artefacts en post-traitement. Vous voyez ici, en pré-traitement, le logiciel a supprimé le temps de chauffe jusqu'à ce que le capteur atteigne 42 degrés, donc la peau atteigne 42 degrés, puis là, il y a le capteur qui a bougé, donc on supprime ces artefacts. Alors, vous voyez ici une erreur technique. Il n'y a pas eu de recalibration en fin de nuit, on a uniquement une courbe verte. Et donc, on ne va pas pouvoir donner une valeur de PTCO2 moyenne ou de pic. En revanche, on va pouvoir analyser l'évolution, la dynamique d'évolution de la PTCO2 avec une augmentation progressive de la PTCO2 parce que la cinétique reste la même. Il n'y a pas de calcul de la dérive, donc on ne peut pas donner de valeur, mais on peut analyser la cinétique de la PTCO2. Ici, il y a différentes erreurs. Vous voyez que la valeur moyenne, la valeur initiale de base de la PTCO2 est de 30-35 mm de mercure. Ça veut dire que, le capteur est mal positionné. D'ailleurs, il est tellement mal positionné, mal attaché, qu'il va y avoir un énorme artefact ici qui va monter jusqu'à 100 mm de mercure. Et du coup, l'échelle automatique va aller de 29 à 107 mm de mercure, ce qui va totalement masquer les 3 épisodes ici d'hypoventilation alvéolaire avec une augmentation significative de la PTCO2. Et donc, tout ça va faire que cet enregistrement est ininterprétable. Enfin, un dernier exemple d'un capteur mal positionné qui bouge et qui par moment n'est pas bien en contact avec la peau. Et donc, cet enregistrement est à recommencer avec des artefacts qui sont très importants, un capteur qui a probablement une bulle d'air à son niveau et un temps d'enregistrement qui est du coup insuffisant. On va passer maintenant au cas clinique. Je vous présente ce premier cas clinique. Il s'agit de Monsieur J, âgé de 37 ans, qui a un syndrome d'hypoventilation alvéolaire congénitale ou syndrome d'Ondine qui a été diagnostiqué à l'âge de 37 ans après que son fils ait fait une détresse respiratoire aiguë à la naissance qui a permis de diagnostiquer un syndrome d'Ondine chez son fils. Et lorsqu'on diagnostique un syndrome d'Ondine chez un enfant, on va
recherché chez les parents la présence d'un nodine et donc d'une mutation FOXB qui a été diagnostiquée ici chez ce patient à 37 ans. En fait, il était traité depuis 2 ans pour un syndrome d'apnée obstructive du sommeil par une PPC. Ne rapportait pas de mauvaise qualité du sommeil, un sommeil très bon, pas de dyspnée, pas d'essoufflement. Et lorsqu'on lui a fait un gaz du sang artériel diurne, il était normal. On lui a fait une oxymétrie nocturne sous PPC et vous voyez que cette oxymétrie nocturne est catastrophique avec des désaturations très prolongées et profondes, jusqu'à 70%. Lorsqu'on regarde le relevé d'observance de sa PPC, vous voyez qu'il a une PPC réglée entre 4 et 10 cm H2O. Il a un syndrome un index d'apnée hypopnée à 6,6 par heure, principalement en rapport avec des apnées obstructives selon le logiciel. On voit qu'il n'est pas très observant, avec une observance médiane de 3h35, une observance moyenne d'1h21. Et vous voyez ici le profil d'observance. Si on regarde un peu plus près la nuit du 4 décembre, on voit que la pression plafonne à 10 cm d'eau au maximum et que le logiciel enregistre de très nombreuses apnées obstructives. Lorsqu'on regarde en détail ces apnées obstructives, vous voyez que ces apnées, enfin cette chute de débit, est prolongée. Ici, c'est sur une échelle de 10 minutes. Vous voyez qu'ici, le patient est quasiment tout le temps en apnée, ce qui n'est pas tout à fait classique pour une apnée obstructive. Elle ne dure pas aussi longtemps avec un petit débit là qui passe uniquement au bout de 2 minutes. Et donc, on lui a fait une capnographie nocturne où on constate une hypoventilation alvéolaire nocturne extrêmement sévère avec, vous voyez, une ligne de base alors là, qui était mesurée à 62 mm de mercure, mais en fait, il est plutôt aux alentours de 58 mm de mercure. Donc, une hypoventilation alvéolaire déjà le soir lorsqu'il commence l'enregistrement. Et cette hypoventilation alvéolaire qui se majore au cours de la nuit de façon très importante, avec concomitante de désaturation, avec, vous voyez, des valeurs qui vont jusqu'à 76 mm de mercure. Lorsqu'on regarde en détail, la moyenne de la PTCO2 est à 70 mm de mercure, le maximum à 77 mm de mercure, donc une hypoventilation alvéolaire extrêmement sévère et il passe 100% du temps à une PTCO2 supérieure à 50 mm de mercure. Donc, ce patient était éligible à une ventilation non invasive et non pas à une PPC. Et les apnées qui étaient considérées comme obstructives par le logiciel étaient en fait des apnées centrales chez un patient atteint de syndrome non-dit. Le deuxième cas clinique, alors que si je reviens à ce cas-là, vous constatez qu'il n'avait pas d'hypoventilation lorsqu'on lui faisait le gaz du sang à l'éveil le matin. Si on lui avait fait un gaz du sang en fin de journée, probablement qu'il aurait une hypoventilation alvéolaire. Je passe au deuxième cas, il s'agit d'une femme de 60 ans qui a une myotonie de Steiner diagnostiquée en 2003. On a débuté une ventilation non invasive au long cours en 2022 en raison d'une asthénie, de céphalée et d'une hypoventilation alvéolaire nocturne. Elle n'avait pas d'hypoventilation alvéolaire diurne. On a débuté avec une IPAP à 21 cm d'eau, une PAP à 4 cm d'eau, une fréquence de sécurité à 12 par minute. À un mois de la mise en route, on a augmenté la fréquence de sécurité à 14 du fait de la persistance de l'hypoventilation alvéolaire nocturne. À 12 mois, la patiente est observante, mais elle se plaint de fatigue matinale. On lui fait la gazométrie artérielle le matin, elle est à 45 mm de mercure. Lorsqu'on regarde ici les données du ventilateur, elle est ventilée par une Vivo 45. Vous voyez qu'il y a des épisodes ici de fuite. Et en dehors des fuites, on a des chutes de débit. Si on regarde plus en détail, vous voyez effectivement que sur le débit total, comme sur le débit patient, on a ici, par exemple, des chutes de débit avec un ventilateur qui se met en fréquence de sécurité. Ces chutes de débit se répètent de façon très fréquente. Vous voyez ici, patiente a des chutes de débit sans fuite avec une fréquence de sécurité. Lorsqu'on lui fait la capnographie nocturne, on retrouve des
plages d'hyperventilation alvéolaire très répétées. Et ces plages d'hyperventilation alvéolaire sont suivies de désaturation ici, probablement en lien avec des apnées centrales. Et effectivement, si on regarde ici avec les centres thoraciques et abdominales, ces chutes de débit étaient en lien avec des apnées centrales, interruption totale des mouvements thoraciques et abdominaux, en lien avec une hyperventilation alvéolaire. On voit bien ici l'hyperventilation alvéolaire qui se solde d'apnée centrale avec une amélioration progressive de l'hyperventilation alvéolaire. Et puis de nouveau, comme la ventilation était la patiente était surassistée, de nouveau une hyperventilation alvéolaire qui se soldait de nouveau d'apnée obstructive avec des désaturations. Si on passe au troisième cas, il s'agit de monsieur B, 67 ans, qui a une SLA spinale avec une ventilation non invasive qui a été débutée en 2019. De façon concomitante à sa SLA, il avait été diagnostiqué d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Il y avait des désaturations sur l'oxymétrie nocturne et lorsqu'on regardait les données du logiciel, on retrouvait des chutes de débit qui faisaient d'allure obstructive. Et donc, on a augmenté progressivement le PAP. Il était ventilé avec une VENT 50, avec une IPAP à 17 et une EPAP à 7, une fréquence de sécurité à 14. Et on retrouvait, malgré cette augmentation de le PAP, des chutes de débit persistantes. On lui a fait une gazométrie artérielle le matin en ventilation spontanée. On retrouvait une PaCO2 normale à 43 mm de mercure. Le patient rapportait une bonne tolérance de la VNI. Et donc, devant ces désaturations associées en lien avec des chutes de débit persistantes malgré l'augmentation de l'EPAP, on a fait une capnographie nocturne. Et de nouveau, vous voyez, on retrouve une hyperventilation alvéolaire qui se solde d'apnée centrale, et c'était ça, les chutes de débit, avec des désaturations répétées. Ces apnées permettaient de corriger progressivement l'hyperventilation alvéolaire jusqu'à 41 mm de mercure, mais comme il y avait une surassistance ventilatoire, de nouveau, le patient se retrouvait avec une hyperventilation alvéolaire avec les valeurs de PTCO2 atteignaient 30 mm de mercure. Lorsqu'il dépassait donc le seuil apnéique, il y avait de nouveau des désaturations en lien avec ces apnées centrales et une correction de la PTCO2 qui, de nouveau, rebaisser rapidement. Et donc, chez ce patient, on a diminué la pression inspiratoire. Quatrième cas, il s'agit de Madame G, 68 ans, qui présente une SLA. Elle ne se plaint ni de dyspnée, ni de troubles du sommeil, mais on retrouve des désaturations nocturnes et une capacité vitale à 50%. Elle n'a pas d'hypoventilation alvéolaire, pas de symptômes, et donc on lui a fait une capnographie nocturne avec en ventilation spontanée, où on retrouve ici une moyenne à 58 mm de mercure, un maximum à un pic à 64 mm de mercure. Vous avez deux critères, les trois critères d'hypoventilation alvéolaire nocturne, alors qu'elle n'avait pas de désaturation majeure. Vous voyez ici la capnographie. Alors, on aurait dû supprimer ces artefacts ici qui sont liés à des mouvements du capteur, mais on retrouve ici une hypoventilation alvéolaire sévère alors que sa saturation ici était normale. Et puis, il s'est associé à ces périodes d'hypoventilation nocturne des épisodes brefs de désaturation localisés ici et ici, probablement en lien avec des obstructions qui ne sont pas associées à une augmentation de la PTCO2, puisque ce sont des événements brefs, comme on le disait tout à l'heure, qui ne sont pas détectés par la capnographie, car trop brefs, en lien probablement avec les obstructions. Donc en conclusion, il est important de vérifier la qualité technique de l'enregistrement, puisqu'il y a beaucoup d'erreurs liées à la position du capteur, un capteur qui est mal fixé, mais aussi en lien avec un manque de recalibration pour le dispositif Syntec. Ça nécessite d'avoir des procédures internes pour les prestataires, avec un entraînement, une éducation des techniciens et une éducation du patient pour qu'il puisse positionner correctement son capteur. Lorsqu'on va analyser l'enregistrement, on va d'abord analyser la courbe. Comme vous l'avez vu, la courbe permet de vérifier la qualité de l'enregistrement, le calcul de la dérive et
d'avoir une idée de l'hypoventilation alvéolaire. Et ensuite, on va regarder les valeurs de la PTCO2 moyenne, de la valeur du pic et du temps passé à une PTCO2 supérieure à 50 mg de mercure. Et donc, c'est important de reconnaître les erreurs pour les prescripteurs. Je vous remercie de votre attention.